Mon frère m'a dit que je n'étais pas la fille de notre vrai père pour m'écarter du testament de ma grand-mère. Seuls les parents par le sang méritent la fortune familiale, a-t-il déclaré. Alors je l'ai regardé et j'ai dit, promets-tu de tenir ta parole à ce sujet alors? Il a dit oui. Une grande surprise est arrivée quand il a su ce que j'avais fait. Son visage a pâli. Je m'appelle Claire Sterling. J'ai 29 ans et 4 jours après l'enterrement de ma grand-mère, mon frère aîné a décidé que le deuil avait duré assez longtemps et que l'avidité pouvait enfin s'exprimer à voix haute. Il a fermé la porte du bureau de notre grand-mère Evelyne derrière lui. Il s'est tenu là comme s'il possédait déjà la maison et l'entreprise et chaque dernier dollar qu'elle avait jamais touché. Puis il m'a regardé et a dit: je devrais arrêter de faire semblant d'appartenir encore à cette famille parce que je n'étais pas vraiment la fille de notre père. Selon lui, cela signifiait que je n'avais aucun droit d'attendre quoi que ce soit de son testament. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. Ma grand-mère était partie depuis à peine une semaine et il transformait déjà sa mort en une réunion d'affaires. Mais il a continué plus froid à chaque mot. Il a dit que seuls les parents par le sang méritaient la fortune des Sterling. Il a dit que grand-mère avait tout construit pour la vraie famille. Pas pour les erreurs que les gens traînaient par politesse. Cela aurait dû me briser. Peut-être que des années auparavant cela l'aurait fait. J'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de gagner le respect d'un homme qui ne m'avait jamais regardé de la même façon qu'il regardait mon frère. Mais debout dans cette pièce avec la chaise de ma grand-mère encore reculée de son bureau et la légère odeur de son parfum dans l'air, quelque chose en moi s'est figé au lieu de s'effondrer. Alors je lui ai posé une simple question. Le pensait-il vraiment? Promettait-il de s'en tenir à cette règle lors de la lecture du testament? Il a souri comme s'il avait déjà gagné. Il a répondu que oui, absolument. Ce qu'il ne savait pas, c'était que mon téléphone enregistrait chaque mot. Et ce que je ne savais pas encore, c'était que son arme préférée était sur le point de détruire bien plus que ma place dans le testament. J'ai quitté la maison avant que mon frère ne puisse dire autre chose, mais sa voix m'a suivi tout au long du trajet de retour jusqu'à mon appartement à Back Bay. Pas vraiment la fille de notre père. Seuls les parents par le sang méritent la fortune familiale. Au moment où je me suis garé, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'asseoir en silence pendant une minute entière avant de pouvoir attraper mon téléphone. Ma mère a répondu à la deuxième sonnerie. Elle était en Floride soi-disant pour rendre visite à une vieille amie. Mais dès qu'elle a vu mon visage, elle a arrêté de faire semblant que tout était normal. Je lui ai dit exactement ce qu'il avait dit. Il y a eu une longue pause à l'autre bout. Le genre qui vous dit que la vérité est arrivée avant les mots. Puis elle a finalement avoué. Avant d'épouser mon père, elle avait été amoureuse de son frère cadet. Cela avait été bref et compliqué et enfoui si profondément qu'elle a dû croire que cela resterait enfoui pour toujours. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte de moi, elle a choisi la sécurité plutôt que le scandale. Mon père savait qu'il y avait une chance que je ne sois pas sa fille biologique, mais il m'a tout de même reconnu et a gardé le secret enfermé au sein de la famille. Je pouvais à peine respirer au moment où elle m'a raconté le reste. Mon frère en avait récemment découvert assez pour devenir dangereux. Grand-mère m'avait apparemment laissé plus que ce que quiconque attendait, y compris une partie d'un portefeuille immobilier privé qu'elle contrôlait elle-même. C'est pourquoi il agissait si vite. Ce n'était pas une question de vérité. C'était une question d'argent. Puis ma mère a dit la seule chose qui a tout changé. Si ton oncle est ton père biologique, alors tu es toujours sa petite fille par le sang. J'ai fixé la fenêtre sombre en face de moi et j'ai vu toute ma vie basculer dans une forme différente. Mon frère pensait avoir trouvé le moyen parfait de m'effacer. Au lieu de cela, il m'avait peut-être remis la première pièce du dossier qui pourrait le détruire. 2 jours plus tard, j'étais assise en face de mon oncle dans un café tranquille près de l'Oa Chicago, essayant de ne pas trop scruter son visage pendant qu'il remuait une tasse de café qu'il avait déjà oublié de boire. J'avais appelé à l'avance et lui avais dit que c'était une affaire de famille. Je ne lui avais pas dit que j'allais lui demander s'il était mon père. Il a su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où il m'a vu. Mon oncle avait toujours été doux avec moi d'une manière que mon père n'avait jamais été.
Chaleureux sans rien demander en retour. Cela aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, cela a rendu ce que j'avais à dire encore plus lourd. Alors je lui ai tout raconté. L'accusation de mon frère. La confession de ma mère. La bataille à venir concernant le testament de grand-mère. Je m'attendais à de l'incrédulité ou peut-être de la colère. Ce que j'ai obtenu, c'est le silence. Pas un silence froid. C'est le genre de silence qui s'installe quand une personne commence à réorganiser tout son passé en temps réel. Il a admis qu'il avait aimé ma mère autrefois. Il a admis que la chronologie rendait la chose possible. Et quand je lui ai demandé s'il accepterait de faire un test génétique, il a dit oui si rapidement. Que cela m'a presque brisé le cœur. Nous sommes allés le même après-midi dans un laboratoire privé en dehors de la ville. L'endroit était impeccable et silencieux. Des murs entièrement en verre et des voix basses comme si des vies étaient changées chaque jour et que personne ne trouvait cela inhabituel. Après avoir signé les documents, il m'a regardé et a dit que peu importe ce que disaient les résultats, je méritais la vérité. De retour à Boston, mon frère préparait déjà ses coups. Par l'intermédiaire de l'avocat de la famille, il a poussé à retarder la lecture du testament et à soulever des questions sur l'éligibilité des bénéficiaires. Il voulait plus de temps pour me coincer avant que je puisse prouver quoi que ce soit. Les résultats sont arrivés dans ma boîte de réception moins de 72 heures plus tard. J'ai ouvert le fichier avec des mains tremblantes. Probabilité de paternité 99,99%. Pour la première fois depuis la mort de grand-mère, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la peur. J'ai ressenti la forme d'un chemin de retour. Au moment où je suis rentré à Boston, mon frère avait arrêté de faire semblant qu'il s'agissait d'une affaire de famille et en avait fait une stratégie. L'avocat de la famille a appelé et m'a demandé de venir en centre-ville pour ce qu'il a décrit comme une conversation pratique. Cette seule phrase m'a dit exactement quel genre de réunion ce serait. Il m'a accueilli dans son bureau avec le sourire prudent que les gens utilisent quand ils sont sur le point de vous insulter en langage professionnel. Puis il a fait glisser un document sur le bureau et a dit qu'il y avait encore un moyen d'éviter une vilaine dispute. Tout ce que j'avais à faire était d'accepter un petit règlement en espèces et de renoncer à toute réclamation future sur la succession de ma grand-mère et de laisser l'affaire se terminer discrètement. J'ai presque ri. Il parlait comme s'il offrait la paix, mais il était évident qu'il pensait que j'étais coincé. Il a laissé entendre que les questions de lignée sanguine pouvaient devenir compliquées et coûteuses. Et publiques. Il a dit que mon frère était prêt à protéger l'héritage familial à tout prix. Je lui ai dit de garder la paperasse et je suis sorti avant qu'il ne puisse à nouveau déguiser l'avidité en sagesse juridique. J'avais à peine atteint le trottoir que mon téléphone a sonné. C'était mon oncle. Sa voix semblait différente cette fois. Plus tendue. Comme s'il venait d'ouvrir une porte qui aurait dû rester fermée pendant des décennies. Il m'a dit qu'il avait trouvé des dossiers prouvant que mon père avait été adopté alors qu'il était bébé. Ma grand-mère l'avait su. Très peu d'autres personnes le savaient. Mon frère apparemment l'ignorait. Je me suis arrêté au milieu du trottoir pendant que les gens bougeaient autour de moi et toute l'histoire a encore basculé. Mon frère avait construit son argumentation sur une règle cruelle. Seuls les parents par le sang méritent la fortune familiale. Mais si son père n'était pas le fils biologique de ma grand-mère, alors lui non plus. Ce fut le moment où j'ai compris que je ne cherchais plus à survivre à ce qu'il avait commencé. J'étais sur le point de le laisser se faire écraser par la norme exacte qu'il avait choisie pour moi. La lecture du testament de ma grand-mère a eu lieu dans la maison de Bacon Hill par un après-midi gris qui faisait paraître la ville entière plus froide qu'elle ne l'était. À mon arrivée, la salle à manger était déjà pleine. Chaque chaise autour de la longue table polie était occupée par quelqu'un qui semblait soudainement très intéressé par l'héritage familial et par ce qu'il croyait lui être dû. Ma mère était assise près de l'extrémité éloignée. Tendue et pâle. Mon oncle n'était pas encore arrivé et mon frère se tenait près de la cheminée avec l'assurance facile d'un homme qui pensait que la fin avait déjà été écrite en sa faveur. Il m'a à peine regardé quand je suis entré. C'était presque pire qu'une hostilité ouverte.
C'était l'expression de quelqu'un qui m'avait déjà réduite à un problème sur papier. L'avocat a commencé avec le genre de langage lent et formel destiné à rendre les choses laides. Respectable. Il a parlé de la vie remarquable de ma grand-mère. De son instinct pour les affaires. De ses œuvres caritatives. Et du soin qu'elle avait pris à organiser sa succession. Puis son ton a changé. Avant qu'aucune distribution ne puisse être lue, il a dit qu'une question devait être abordée. Concernant l'éligibilité d'un bénéficiaire. Mon frère n'a pas attendu d'y être invité. Il s'est avancé comme s'il avait répété le moment pendant des jours. Il a dit qu'il y avait des preuves que je n'étais pas la fille biologique de l'homme qui m'avait élevé. Il a dit que la succession comprenait des actifs familiaux de longue date destinés uniquement aux descendants directs par le sang. Il a dit que ce serait une honte de laisser le sentiment primer sur les faits. Au moment où il a terminé, la pièce était devenue si silencieuse que même le petit tintement de verre provenant du buffet a semblé fort. J'ai posé une question de la voix la plus calme que j'ai pu trouver. Choisissait-il vraiment de faire cela ici devant tout le monde 4 jours après que nous l'avions enterré? Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit: la vérité ne devient pas de la cruauté simplement parce que le moment est inopportun. Cette phrase aurait pu impressionner quelqu'un qui ne le connaissait pas, mais je savais exactement ce que c'était. Un homme avide empruntant le langage des principes. Puis il a fait quelque chose qui a poussé plusieurs personnes à la table à bouger inconfortablement. Il a produit des résultats génétiques. Il a affirmé qu'il prouvait que je n'étais pas la fille biologique de mon père. Il les avait obtenus à mon insu en utilisant un verre à boire d'un dîner de famille et en organisant des tests privés par l'intermédiaire de l'un de ses contacts. Il a dit cela comme s'il était fier d'être minutieux. Ma mère a haleté. L'un de nos cousins a marmonné que cela semblait fou. Mais l'avocat ne l'a pas arrêté. Il a seulement ajusté les papiers devant lui et a continué à parler comme si cette violation n'était qu'une complication administrative. C'est alors que j'ai compris jusqu'où mon frère était allé. Il n'était pas venu défendre la tradition familiale. Il était venu m'effacer aussi complètement que possible et il s'attendait à ce que l'Assemblée admire l'efficacité avec laquelle il l'avait fait. Alors j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti mon propre dossier et je l'ai posé sur la table. J'ai dit qu'il avait raison sur un point. L'homme qui m'avait élevé n'était pas mon père biologique. Puis j'ai fait glisser vers l'avant les résultats génétiques prouvant que son frère cadet l'était. La réaction fut immédiate. Ma mère a fermé les yeux. 2 parents ont commencé à parler en même temps. L'avocat a tendu la main vers le rapport soudainement beaucoup plus alerte qu'auparavant. Mon frère a fixé la page puis moi et pendant une seconde j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas encore de la peur. Juste de la confusion. Le genre de confusion qui apparaît quand un plan commence à se diriger dans une direction qui n'est plus totalement sous votre contrôle. Mais ensuite il a souri. C'était pire que s'il avait crié. Il s'est adossé et a croisé les bras et a agi comme si je venais de prouver son argument à sa place. Il a dit que si je n'étais pas la fille biologique de son père alors je n'avais aucune légitimité par cette lignée et aucune prétention au nom ni au fond en fiducie ni à la richesse qui y était attachée. Il a dit que quel que soit le drame privé qui avait existé entre notre mère et son oncle, cela ne changeait rien à la réalité juridique. Dans son esprit je venais d'entrer dans la pièce et de confirmer ma propre disqualification. Quelques personnes m'ont regardé avec pitié. C'était le moment qu'il avait voulu. Pas seulement pour me renvoyer mais pour me faire passer pour stupide d'avoir essayé. Je pouvais sentir la pression monter dans ma poitrine. Mais j'ai gardé le visage impassible. J'avais passé trop d'années à réagir exactement de la manière dont il s'y attendait. Je n'allais pas lui donner cela maintenant. Alors au lieu de discuter je lui ai demandé la même chose que je lui avais demandé dans le bureau de ma grand-mère. Juste pour être clair, ai-je dit, tu maintiens toujours ta règle. Seuls les parents par le sang méritent la fortune familiale. Il a répondu sans hésitation. Oui, absolument. Il l'a dit devant toute la famille. Devant l'avocat. Devant la femme qui venait d'être forcée de revivre le pire secret de sa vie.
Il l'a dit avec la certitude suffisante d'un homme qui n'avait jamais envisagé une seule fois que l'âme qui l'aiguisait puisse se retourner. Puis la porte d'entrée s'est ouverte en bas. Un instant plus tard, des pas ont traversé le hall d'entrée en marbre. Mon oncle est apparu dans la salle à manger tenant un porte-document. Son expression était illisible. Mon frère a jeté un coup d'œil vers lui. Il était agacé plus qu'inquiet. À ce stade, il pensait encore que c'était la partie où il gagnait. Mon oncle n'a pas fait irruption dans la pièce ni claqué quoi que ce soit sur la table. Il est entré tranquillement en portant un fin porte-document noir dans une main. Et d'une certaine manière, c'était pire pour mon frère que n'importe quelle entrée dramatique aurait pu l'être. Le calme signifiait la certitude. Le calme signifiait qu'il n'était pas là pour se disputer. Il était là parce qu'il savait déjà quelque chose que mon frère ignorait. Mon frère s'est tourné vers lui avec un sourire crispé et a demandé si c'était censé être une sorte de représentation de dernière minute. Sa voix avait encore de l'arrogance mais moins qu'avant. Il s'était attendu à de la résistance de ma part. Il ne s'était pas attendu à ce qu'un autre homme entre en ayant l'air de dire que la fin avait déjà changé. Mon oncle a ignoré l'insulte et a posé le porte-document à côté des papiers de l'avocat. Puis il a d'abord regardé ma mère. Puis il m'a regardé et a dit doucement qu'il était désolé du nombre d'années pendant lesquelles la vérité avait été enterrée. Ce fut le moment où la pièce a basculé. Même les parents qui avaient fait semblant d'être au-dessus du conflit ont commencé à prêter une véritable attention. Avant que l'avocat de la famille ne puisse parler, une autre voix est venue de l'embrasure de la porte. Un deuxième avocat est entré. Une femme dans un manteau sombre avec un dossier glissé sous un bras et le genre d'expression qui disait qu'elle n'avait aucune patience pour l'avidité déguisée en procédure juridique. J'ai reconnu son nom immédiatement. Elle s'était occupée des affaires personnelles de ma grand-mère pendant des années indépendamment du cabinet d'avocats que mon frère aimait utiliser chaque fois qu'il voulait que le pouvoir paraisse respectable. Elle a posé une enveloppe scellée sur la table et a dit que ma grand-mère avait laissé des instructions explicites. Si quiconque contestait la lignée sanguine d'un bénéficiaire avant que le testament ne soit entièrement lu, cette lettre devait être ouverte en premier et lue pour le procès-verbal avant qu'aucune décision ne puisse être prise. Pour la première fois de tout l'après-midi, mon frère n'a pas parlé tout de suite. L'avocat a brisé le sceau et a déplié les pages avec soin. Personne n'a bougé. Je pouvais réellement entendre la vieille horloge dans le couloir faire tic-tac entre les respirations. La voix de ma grand-mère a repris vie par la bouche d'une autre personne et elle a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Elle a écrit que si cette lettre était lue, cela signifiait que quelqu'un dans la famille avait choisi la vanité et l'avidité plutôt que l'amour et la vérité. Elle a écrit que la mort n'améliore pas le caractère et que les mêmes personnes qui jouent le deuil le plus bruyamment sont souvent les premières à utiliser des funérailles comme arme. Quelques parents ont baissé les yeux à ce moment-là. Mon frère regardait droit devant lui. Puis elle a écrit mon nom. Elle a dit que je n'avais jamais été une erreur à ses yeux. Jamais été mal placé. Jamais été moins sienne à cause de ce qui était écrit ou caché sur le papier. Elle a dit qu'elle savait depuis de nombreuses années que l'homme qui m'avait élevé n'était pas mon père biologique. Elle a également dit qu'elle savait exactement qui était mon père biologique et qu'aucun mensonge raconté par commodité n'avait jamais changé la simple vérité que j'étais sa petite fille par le sang et par l'amour. La main de ma mère a volé à sa bouche. Elle avait passé des décennies à protéger un secret qu'elle pensait que seules quelques personnes auraient pu deviner. Et maintenant ma grand-mère tendait la main à travers la mort elle-même pour dire qu'elle avait tout vu depuis le début. Mais la partie suivante a été celle qui a brisé la pièce. Ma grand-mère a écrit qu'elle savait aussi depuis des décennies que son fils aîné était entré dans la famille par adoption. Elle l'a écrit sans honte et sans cruauté et sans hésitation. Elle a dit que l'amour avait fait de lui son fils et elle ne l'avait jamais regretté un seul jour. Mais elle a également écrit que lorsqu'il s'agissait de l'ancien fonds en fiducie des sterling, celui construit il y a des générations par des hommes obsédés par la lignée, la biologie avait toujours été la norme juridique, qu'elle le veuille ou non. Mon frère a réellement ri une fois quand cette ligne a été lue.
Mais ce n'était pas un vrai rire. C'était le son que font les gens quand la panique monte trop vite et que la fierté essaie de la devancer. Il a regardé son père en attendant un démenti ou en attendant de l'indignation ou en attendant n'importe quoi qui pourrait remettre le mensonge dans sa boîte. Son père n'a rien dit. Je n'oublierai jamais ce silence. Ce n'était pas seulement du choc. C'était le silence d'un homme réalisant que le mensonge dans lequel il avait vécu pendant des années était soudainement trop faible pour protéger qui que ce soit désormais. Il a paru plus petit que je ne l'avais jamais vu. Non pas parce qu'il avait été exposé comme étant adopté. Cela seul ne l'aurait pas rendu petit à mes yeux. Ce qui le rendait petit, c'était qu'il avait permis à son fils d'utiliser le sang comme une lame. Contre moi sans intervenir. Probablement parce qu'il croyait que la lame ne se retournerait jamais contre son propre nom. L'avocat a continué à lire. Ma grand-mère a écrit qu'elle avait anticipé exactement ce genre d'attaque. Elle avait regardé l'ambition se durcir en un sentiment de droit absolu dans une branche de la famille et n'avait aucune intention de laisser l'ancien langage juridique être déformé en une excuse pour la cruauté après son départ. Au fil des ans, elle avait séparé une grande partie de sa richesse personnelle du fonds en fiducie d'origine et avait restructuré sa succession afin que ses souhaits réels survivent à toute contestation basée sur la lignée. Puis sont venus les documents légaux. Le deuxième avocat les a étalés un par un. Des dossiers d'adoption. Le langage plus ancien du fonds en fiducie. Des amendements. Des lettres d'instruction. Un mémorandum clarifiant quels actifs appartenaient au fonds restreint par la lignée sanguinée. Lesquels appartenaient uniquement à la succession personnelle de ma grand-mère. Tout était là. Net et dévastateur. Il n'y aurait aucun moyen de faire disparaître cela en criant. Aucun bluff possible pour l'ignorer. Mon frère était venu à la table avec de la suspicion et de l'intimidation. Ma grand-mère lui avait répondu avec du papier et des signatures et des dates et des témoins et un plan élaboré depuis des années. Le fonds en fiducie restreint par la lignée sanguine, a expliqué l'avocat, suivait la descendance biologique directe de la lignée originale des Sterling. Mon frère avait passé des jours à insister sur le fait que les normes devaient déterminer l'équité. Il l'avait répété en privé et en public. Il l'avait utilisé pour remettre en question mon identité et ma place dans la famille et mon droit de me tenir dans cette pièce. Selon cette norme exacte, sa propre revendication par l'intermédiaire de son père s'effondrait. Il restait légalement de la famille, oui. Mais pas de la famille par la lignée sanguine selon la règle dont il avait exigé qu'elle contrôle tout. Je n'appartenais pas par l'intermédiaire de l'homme qui m'avait élevé. J'appartenais par l'intermédiaire de son jeune frère qui est mon père biologique et le fils biologique de ma grand-mère. Mon frère s'est levé si vite que sa chaise a grincé fortement sur le sol. Il a dit que c'était de la folie. Il a dit que l'adoption légale comptait. Il a dit que l'intention comptait. Il a dit qu'élever quelqu'un comme un membre de la famille comptait plus que la biologie. Et l'entendre dire cela après tout ce qu'il avait fait m'a presque donné le vertige. Une heure plus tôt, il avait essayé de m'effacer avec l'argument exactement opposé. Maintenant que la règle s'était retournée contre lui, soudainement la famille était une question d'amour et de loyauté et de vraie vie et pas de sang. L'hypocrisie était si nue que personne n'a même essayé de le défendre. Un cousin a fixé la table. Un autre s'est adossé en croisant les bras, presque gêné d'avoir jamais envisagé sa version des événements. Ma mère avait l'air de voir des années de peur s'envoler en fumée d'un seul coup. L'avocat de la famille qui s'était aligné avec mon frère a tendu la main vers l'un des documents. Puis un autre, puis s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'issue. Il avait construit sa confiance sur l'hypothèse qu'un seul secret comptait. Il n'avait jamais imaginé que le secret plus profond avait déjà été documenté et emballé par une femme plus intelligente que tous les autres dans la pièce. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone. Mon frère l'a vu et a su instantanément. J'ai vu la prise de conscience arriver avant même que le son ne commence. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli la salle à manger. Net et clair depuis ce jour-là dans le bureau de ma grand-mère. Tu n'es pas vraiment sa fille. Seuls les parents par le sang méritent la fortune des Sterling. Puis ma voix demandant s'il promettait de s'en tenir à cela.
Puis sa réponse. Forte et suffisante et immédiate. Oui, absolument. Personne n'a interrompu. Personne n'a respiré bruyamment. L'enregistrement s'est terminé. Le silence qui a suivi était encore plus fort que les mots eux-mêmes. Son visage a changé d'une manière que je ne pense pas qu'il pouvait contrôler. Pas une rage dramatique au début. Pas un déni crié. C'était plus lent et plus laid que cela. La certitude s'est vidée de lui morceau par morceau. Sa mâchoire s'est serrée. Ses yeux sont passés de moi aux avocats à son père au reste de la famille cherchant une place où se tenir. Mais il n'y en avait plus. Il avait construit le piège lui-même. Il a invité des témoins et a ensuite marché dedans 2 fois juste pour s'assurer qu'il se refermait. Bien. Le deuxième avocat a terminé avec la dernière instruction de ma grand-mère. Elle a écrit que la richesse donnée à quelqu'un sans conscience ne préserve pas un héritage. Elle l'empoisonne. Elle a écrit qu'elle ne récompenserait pas un homme qui confondait la domination avec le leadership. Et l'humiliation avec la force. Elle a écrit que mon frère devrait recevoir suffisamment pour comprendre qu'il n'avait pas été abandonné. Mais pas assez pour continuer à confondre héritage avec vertu. Cette phrase l'a brisé plus que l'argent ne l'a fait. Parce que cela n'avait jamais été seulement une question d'argent. C'était une question d'identité. Il avait construit toute sa vie autour du fait d'être l'héritier légitime. Le fils qui reflétait le mieux la famille. L'homme destiné à prendre la maison. L'entreprise. Le pouvoir. Le dernier mot. Et en moins de 10 minutes tout cela s'est effondré devant le seul public qui comptait le plus pour lui. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table où il avait essayé de m'effacer et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'humilier. Je n'avais pas besoin de vengeance de la manière bruyante et désordonnée que les gens imaginent. Je n'avais besoin que de la vérité et de la patience et de la volonté de le laisser parler assez longtemps pour se détruire lui-même. C'était la cruelle beauté de la chose. Il avait voulu que le sang décide de qui comptait. À la fin le sang a bien décidé mais pas de la manière dont il le pensait. Au moment où les avocats sont partis et où les derniers parents stupéfaits ont dérivé hors de la maison de ma grand-mère, le silence semblait différent de celui qu'il avait rempli toute la semaine. Ce n'était plus le silence du deuil seul. C'était le silence qui survient après qu'un mensonge s'est finalement effondré sous son propre poids. Mon frère n'est pas resté assez longtemps pour faire face à qui que ce soit une fois qu'il a compris qu'il n'y avait aucun moyen de se justifier pour ce qu'il avait fait. Il est parti sans me regarder et sans s'excuser auprès de notre mère et sans même essayer de faire semblant que tout cela n'était qu'un malentendu. Pour la première fois de sa vie, le charme et l'argent et la confiance ne pouvaient pas le sauver. Il avait passé des années à agir comme si le nom de la famille le rendait intouchable. En un après-midi, il a perdu la chose à laquelle il tenait le plus. L'illusion que lui seul avait le droit de définir qui en faisait partie. Les retombées sont arrivées rapidement. La nouvelle s'est répandue dans l'entreprise plus vite que quiconque ne l'a admis. Il avait essayé de manipuler une dispute d'héritage privé. Il a utilisé des secrets de famille comme moyen de pression et a lié la réputation de l'entreprise à une humiliation publique qui s'est retournée contre lui de manière spectaculaire. Le conseil d'administration ne l'a pas renvoyé du jour au lendemain mais ils lui ont retiré l'autorité qu'il avait traitée comme un droit de naissance. Les décisions importantes ne passaient plus par lui. Les gens ont cessé de l'appeler en premier. Puis certains d'entre eux ont cessé de l'appeler tout court. Pour un homme comme mon frère, ce genre de silence était sa propre punition. L'avocat de la famille qui l'avait aidé à pousser les choses si loin s'est discrètement retiré de la représentation de plusieurs de nos parents. Personne n'en a beaucoup parlé directement mais tout le monde a compris ce qui s'était passé. Une fois que les gens voient avec quelle facilité quelqu'un peut déformer la vérité pour le pouvoir, ils ne font plus jamais totalement confiance à cette personne. Les réputations construites sur des décennies peuvent se fissurer beaucoup plus vite qu'elles ne sont construites. Ce qui m'a le plus surprise n'a pas été la chute de mon frère. C'est ce qui m'est arrivé après que le combat fut terminé. Pendant des jours j'ai continué à m'attendre à me réveiller avec ce même poids dans ma poitrine. La vieille douleur familière d'essayer de prouver que je méritais une place dans ma propre famille.
Mais quelque chose avait changé trop profondément pour cela. La vérité m'avait blessé. Oui, elle avait réarrangé presque tous les souvenirs que j'avais. Mais elle avait aussi fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Elle m'avait libéré du besoin de mendier l'amour de personnes qui ne savaient mesurer la valeur que par le contrôle. Ma mère et moi avons eu de longues conversations dans les semaines qui ont suivi. Pas facile. Pas propre. Il y avait trop d'années de silence entre nous pour que la guérison se produise en une seule scène. Émotionnelle. Elle avait menti pour me protéger et ce faisant avait également contribué à créer les conditions qui ont permis à mon frère de croire qu'il pouvait utiliser ce mensonge contre moi. J'ai compris pourquoi elle avait fait les choix qu'elle avait faits. Cela n'a pas effacé les dégâts. Mais pour la première fois de nos vies nous parlions honnêtement. L'honnêteté est une bien meilleure fondation que la peur. Ma relation avec mon père biologique a grandi lentement, ce qui à certains égards la rendait encore plus significative. Aucun de nous n'a essayé de faire semblant de pouvoir remplacer les années perdues par quelques conversations dramatiques et des repas partagés. Nous avons commencé par de petites choses. Un café quand il était à Boston. De longs appels téléphoniques qui vagabondaient de l'histoire familiale au livre et à la musique. Et jusqu'aux histoires sur les patients dont il s'inquiétait encore la nuit. Plus je passais de temps avec lui, plus je comprenais ce qui m'avait toujours semblé différent quand il était là. Ce n'était pas seulement de la gentillesse. C'était de la reconnaissance. Une partie de moi l'avait toujours su avant même que j'aie les mots pour l'exprimer. Quant à l'héritage, j'ai reçu exactement ce que ma grand-mère avait prévu. Assez pour changer le cours de ma vie, mais plus important encore, assez pour me permettre d'honorer la sienne. J'en ai utilisé une partie pour créer le fonds de préservation Evelyn Sterling dédié à la restauration de bâtiments historiques et à la protection des monuments de quartier à travers Boston. Qui autrement serait effacé par un développement imprudent et par l'avidité. Cela me semblait juste. Ma grand-mère avait cru que ce qui vaut la peine d'être préservé n'est jamais juste de la brique ou de la pierre ou du vieux bois. C'est la mémoire. C'est le caractère. C'est la preuve que quelque chose de significatif s'est dressé ici avant nous et ne mérite pas d'être détruit avec négligence. C'est devenu la forme de ma nouvelle vie. J'ai arrêté de dépenser mon énergie à essayer d'entrer dans des pièces où je n'avais toujours été que toléré. J'en ai construit de nouvelles à la place. Des pièces remplies de personnes qui valorisaient la vérité plutôt que l'apparence. L'intégrité plutôt que le statut et l'amour plutôt que la performance. Je portais encore le deuil, bien sûr. Ma grand-mère me manquait encore dans les moments ordinaires qui frappent le plus fort. L'envie de l'appeler après de bonnes nouvelles. L'instinct de garder une histoire pour le thé du dimanche. La douleur de savoir qu'elle était partie juste au moment où j'avais enfin commencé à comprendre. Avec quelle férocité elle m'avait protégé. Mais à ce deuil se mêlait de la gratitude. Elle avait vu plus que je ne le savais. Elle avait planifié plus loin que n'importe lequel d'entre nous ne l'avait réalisé. Et même dans la mort, elle s'était assurée que la cruauté n'aurait pas le dernier mot. J'ai entendu plus tard que mon frère a essayé de dire aux gens qu'il ne faisait que défendre ce qui était juste. Qu'il avait été forcé dans une position impossible. Que n'importe qui à sa place aurait fait la même chose. Peut-être que c'était ce qu'il avait besoin de croire afin de pouvoir vivre avec lui-même. Mais la vérité était beaucoup plus simple. Il avait enveloppé l'avidité dans le langage des principes parce que cela semblait plus propre. Ainsi. Il avait utilisé la famille comme une arme et avait appelé cela de l'honnêteté. Il avait confondu l'humiliation avec la force. Et à la fin, il n'a pas été détruit par moi. Il a été détruit par sa propre volonté de dire des choses cruelles à voix haute et de croire que personne ne les retournerait jamais contre lui. C'était cela plus que l'argent, la leçon que j'ai retenue. Les gens aiment parler du sang comme s'il créait automatiquement la loyauté ou la décence ou l'amour. Ce n'est pas le cas. Le sang peut lier les gens mais il ne peut pas les rendre honorables. Il ne peut pas les rendre bons. Il ne peut pas les rendre justes. La vraie famille se construit dans les choix que font les gens lorsque le pouvoir est entre leurs mains. Elle se révèle dans la personne qui vous protège quand il serait plus facile de vous faire du mal.
Elle se prouve dans la vérité et dans la responsabilité et dans la décision silencieuse de traiter une autre personne avec dignité même lorsque vous avez toutes les raisons égoïstes de ne pas le faire. Mon frère croyait qu'une famille était une hiérarchie et qu'un héritage était une preuve de valeur. Ma grand-mère m'a appris quelque chose de mieux. Un héritage, ce n'est pas ce que vous contrôlez. C'est ce que vous laissez derrière vous chez les autres quand vous êtes parti. La peur peut s'hériter. Le silence aussi, mais le courage aussi. La décence aussi. Tout comme la décision de mettre fin à un schéma au lieu de le transmettre. J'ai perdu la version de ma vie que je croyais vraie. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus solide à la place. J'ai gagné la vérité. J'ai gagné un père qui n'a jamais cessé d'être capable de m'aimer même avant de savoir que j'étais la sienne. J'ai gagné la liberté d'arrêter de jouer un rôle pour des gens qui avaient déjà décidé de ne pas me voir clairement. Et j'ai gagné la certitude que l'avidité et l'hypocrisie portent toujours en elles les graines de leur propre destruction. Donc s'il y a une leçon dans ce qui s'est passé, c'est celle-ci. Soyez prudents lorsque vous transformez des principes en armes. Si vous utilisez l'équité uniquement lorsqu'elle vous profite et si vous invoquez la vérité uniquement lorsqu'elle blesse quelqu'un d'autre. Si vous construisez votre identité en repoussant les autres, vous pourriez un jour vous retrouver tout seul au sein de la règle même que vous avez créée. Et quand cela arrive, aucune somme d'argent ni aucun statut ni aucune mythologie familiale ne vous sauvera de la personne que vos propres choix ont révélée. Mon frère voulait que le sang décide de qui appartenait à la famille. À la fin, c'est le caractère qui l'a fait. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.